avant de notre échange. Donc, l'une des grandes œuvres de la Révolution française, ce fut probablement son combat pour la laïcisation de la société. Alors, j'emploie le terme de laïcisation et pas de laïcité, parce que le terme de laïcité date du 19e siècle, donc ce serait anachronique. Mais l'idée est de comprendre évidemment qu'il y a un processus qui se met en place dès 1789. On pourrait même envisager de remonter plus loin. Les Lumières de la philosophie avaient porté nombre d'idées et de principes autour de cette question-là. Donc, il y a une véritable laïcisation de la société et pas simplement de l'État. Je tiens à le préciser parce que les sophistes régulièrement nous expliquent qu'aujourd'hui, c'est l'État qui est laïque et pas les citoyens. J'ai toujours du mal à comprendre comment on peut à ce point faire une distinction entre l'État et les citoyens quand on prétend défendre la démocratie, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Cette laïcisation n'a pas été l'œuvre des seuls démocrates, c'est-à-dire qu'il y a un consensus pendant la Révolution et dans ce grand bloc patriote qui court, disons, très rapidement de Lafayette à Robespierre ou Marat, qui défendent des idées politiques qui sont très, très différentes, mais pour autant, sur cette idée de laïcisation de la société et d'émancipation de la société, de la nation, de l'État, de la tutelle religieuse, il y a véritablement un consensus. Et ça, c'est d'importance pour comprendre certains enjeux aujourd'hui. Il faut aussi comprendre que cette Révolution française, à bien des égards, propose des mesures sur cet aspect religieux qui sont radicales. Je ne me centrerai dans l'intervention d'aujourd'hui que sur la question religieuse et la question de la laïcisation. On pourrait parler de la politique sociale, on pourrait parler de la question économique et sociale, de la guerre, etc. etc. Mais une soirée ne suffirait pas. Donc, nous nous centrerons déjà sur la question de ces mesures radicales et qui relèvent de notre héritage commun. Et pour faire un petit peu déjà un pont en introduction, il faut comprendre que cette œuvre-là, véritablement monumentale, a nourri jusqu'au combat des républicains sociaux et de tous les démocrates, en France particulièrement et en Europe en général, durant tout le 19e siècle et jusqu'à la Commune de Paris, puisque la Commune s'intitulait, se baptisait, si je puis dire ainsi, en référence directe à la Commune insurrectionnelle de Paris qui voyait le jour à l'été 1792. Et on comprendra bien, effectivement, qu'il y a forcément une ligne qui court de cette Révolution française jusqu'à la loi de 1905, qui n'emploie jamais, qui ne mentionne jamais le terme de laïcité. Rappelons-nous-en. C'est d'importance, nous verrons peut-être pourquoi plus tard. Les architectes de la loi de 1905 étaient convaincus, à tort ou à raison, de parachever l'œuvre révolutionnaire. Alors, pour commencer à entrer dans le vif du sujet, nous allons évoquer un petit peu ce qu'on appelle la constitution civile du clergé, mais avant ça, sur cette première partie, il faut comprendre que dès avant la Révolution, il y avait des affirmations très fortes, dès avant l'établissement de la constitution civile du clergé, je vais en toucher deux mots, des affirmations très fortes sur la thématique qui nous intéresse. Les gens qui s'engagent dans la Révolution ont conscience très tôt qu'il faut abattre le pouvoir de l'Église, le pouvoir politique de l'Église, le pouvoir que l'Église exerçait sur les consciences. Et donc, ce combat-là était de facto un combat contre la religion, en tout cas contre la religion dès qu'elle entendait sortir du temple ou de l'Église en tant que bâtiment. C'était la poursuite du combat déjà porté par les Lumières. Et rappelons-nous de Kant qui avait écrit « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et il le résumait à cette formule simple en latin, sapere aude. On le traduit souvent par… la traduction exacte, ce serait « ose comprendre par ton propre entendement ». L'idée, c'était de faire en sorte que la rationalité guide la conscience des hommes, alors des hommes avec un H majuscule, anthropos, et effectivement, que ce ne soit plus la superstition ni la foi qui gouverne la société et qui gouverne les consciences, mais véritablement la rationalité et la raison critique. Nous connaissons la puissance de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, dès l'été 1789, proclamait la liberté de culte par son article 10. Alors, article 10 qui, par un certain nombre de relativistes, je pense notamment aux gens qui se revendiquent de Bobéro, est tronqué. On nous dit toujours, quand on cite cet article, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Point. Non, c'est nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, virgule, pourvu
que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc, le principe de la déclaration, effectivement, permet la liberté de culte, mais il la circonscrit au cadre limité par la loi et il entend que la manifestation religieuse, c'est plus le culte, la liberté de culte, elle s'exerce dans les lieux de culte, que la manifestation religieuse peut devenir en fait un obstacle à l'ordre public. Dans la foulée et dès les premiers mois de la Révolution, on s'intéresse effectivement à cette question des religions et le 24 décembre 1789, la Révolution accordait le libre accès des électeurs au statut d'électeur des protestants. Alors, je me permets de faire une petite incise. Aujourd'hui, il y a une petite musique qui court et depuis quelques années qui nous explique oui, mais il y a des problèmes spécifiques avec l'islam parce qu'avant, en France, il n'y avait que le catholicisme. Non, c'est vrai, il n'y avait pas de protestantisme. Il n'y a pas eu une tradition cathare dans le sud-ouest, par exemple. Repensons à la croisade albigeoise. Il n'y avait pas de pratique du judaïsme, point du tout. Le catholicisme aurait été la seule religion qui était exercée ou qui était pratiquée en France. Bon, c'est évidemment absolument faux, et à tel point que nous avons connu en France les guerres de religion, et que pour comprendre la radicalité du processus révolutionnaire, il faut comprendre que tous ces hommes et ces femmes, parce que les femmes sont investies dans le processus révolutionnaire, ont parfaitement en mémoire les guerres de religion et le souvenir des persécutions religieuses. On pourrait penser jusqu'au crime abject, crime légal, qui frappait le chevalier de la Barre. Et donc, effectivement, au-delà de la question des protestants, se pose la question des juifs dans la société française. Sont-ils juifs ou sont-ils citoyens de confession juive? Et ce qui amène Clermont-Tonnerre à prononcer cette phrase célèbre à l'Assemblée à la fin de l'année 89, « Il faut tout refuser aux juifs comme nation et tout accorder aux juifs comme individus. » C'est-à-dire que la Révolution comprend cette idée qu'en France, désormais, il n'y a plus que des citoyens. Et quelles que soient leurs options spirituelles, pourrait-on dire aujourd'hui, pour prendre une expression contemporaine, ce qui importe, c'est ce qui nous réunit et c'est la citoyenneté. Et donc, effectivement, la Révolution établit de fait, puisqu'elle, sur l'année 1790 et 1791, ça se fait en 2 temps, elle accorde la citoyenneté aux Juifs et donc elle établit le principe en réalité d'égalité devant la loi, mais aussi d'égalité dans la société aux Français qui le fussent catholiques, protestants, juifs ou même athées. Alors la question de l'athéisme est un petit peu particulière, on pourra peut-être en rediscuter. L'athéisme n'est pas toujours bien perçu par les révolutionnaires, et notamment par certains révolutionnaires, y compris de gauche, comme Robespierre. On pourra en rediscuter. Je reviens un tout petit peu, je reste sur cette période des premiers mois de la Révolution, donc de l'été 89 à décembre. Cette question religieuse, j'insiste, est dans tous les esprits. Jean-Paul Marat, qui est probablement l'un de ceux qui se situe le plus à gauche, va proposer une déclaration des droits de l'homme et du citoyen suivie d'un plan de constitution juste, sage et libre. C'est du moins un projet. Et dans ce projet, dans lequel il pose un certain nombre de principes sociaux, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, il s'intéresse de près à la question de ce qu'il appelle les ministres de la religion, les ministres du culte. Donc, disons, les prêtres, les pasteurs, les rabbins. Et il précise, et ça nous intéresse au premier chef parce que ça nous permet de comprendre pourquoi, pas seulement comment, mais pourquoi il est essentiel de laïciser et de poursuivre un processus de laïcisation de la société. Tous les peuples de la terre ont une religion, lien subtil que leurs chefs ont tissé pour les enchaîner. Lien subtil que leurs chefs ont tissé pour les enchaîner. C'est-à-dire que Marat expose l'idée que la religion n'est pas simplement un principe spirituel, elle est un instrument politique qui permet à des pouvoirs temporels d'enchaîner les peuples, et bien entendu en asseyant des superstitions qui elles-mêmes vont légitimer des pouvoirs politiques, ces pouvoirs politiques asseyant, protégeant les cultes, et donc se voyant eux-mêmes légitimés. Donc il y a ce principe d'aller-retour permanent
entre le pouvoir temporel et spirituel à partir du moment où les deux éléments sont liés. Marat nous donne une autre phrase importante et qui, une fois encore, doit nous intéresser, nous interpeller aujourd'hui. Marat, dans son projet, déclare « La société doit tolérer toutes les religions, virgule, excepté celle qui la frappe. La société doit tolérer toutes les religions, excepté celle qui la frappe. » Donc, il faut sortir de cette idée qui court aujourd'hui, au final, que la liberté de culte serait en fait infinie et qu'au nom de la liberté de culte, on puisse effectivement travailler à démanteler l'État et à détruire la nation. Pour les révolutionnaires, et y compris, et surtout même, pour des révolutionnaires aussi ancrés à gauche que Marat à l'époque, il n'y a aucun doute là-dessus. À partir du moment où le culte vient frapper la société doit se défendre et du coup attaquer la religion qui dépasserait le parvis du temple. Marat devait être cathophobe. Alors je précise que je n'ai pas pour habitude de verser dans le politiquement correct. Alors évidemment, il parle de la religion en général, hein, mais vous noterez qu'on parle du culte, ce qui veut dire que le culte, c'est le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme ou aujourd'hui l'islam. Il faut entendre la religion au sens général. Évidemment, ces révolutionnaires connaissent une situation où c'est le catholicisme à ce moment-là qui a le pouvoir puisque la monarchie était établie sur le principe du droit divin et que le roi de France était considéré comme étant le roi très chrétien. Et donc, évidemment, ils ont un rapport aussi particulier au christianisme qu'ils attaquent beaucoup plus frontalement puisque c'est lui qui détient le pouvoir. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont on conçoit ce lien entre la religion, le pouvoir et la société. Et Marat écrit « En prêchant l'obéissance aveugle, la soumission, si on veut, le christianisme, il dirait la même chose de l'islam, hein, le christianisme ne tend qu'à faire des esclaves. Il attaque le pacte social et détruit le corps politique. Ces apôtres doivent donc avoir le bon sens de ne jamais toucher à ce point. » C'est-à-dire que quelque part, il pose presque le principe, presque, de Victor Hugo plus tard, de l'État chez lui, l'Église chez elle. Le croyant, en tant que croyant, n'a pas à se mêler de politique. En tant qu'individu, oui, mais en tant que croyant, il n'a pas à exercer un pouvoir politique. Donc, doit toujours avoir le bon sens de ne jamais toucher à ce point, si même le législateur ne leur en impose l'obligation. C'est-à-dire qu'on anticipe déjà cette idée, effectivement, que l'État doit être le garant de la paix sociale au sens noble du terme, et qu'au besoin, effectivement, l'État doit pouvoir dire au culte, non, tu ne dépasses pas le parvis du temple. La loi commune, on ne peut pas parler encore de la loi de la République au sens de régime, puisqu'elle n'arriverait que plus tard. La loi commune s'impose à tous et aucune loi cultuelle ne peut prétendre être au-dessus de la loi commune. C'est en tout cas ce qui était revendiqué à l'époque par la gauche. Mais ça, c'était avant. Le 12 juillet 1790, l'Assemblée nationale constituante votait ce qu'on appelle la Constitution civile du clergé, qui était portée notamment par Monseigneur Boisgelin, archevêque d'Aix, pas très loin d'ici, et soutenue par des ecclésiastiques comme l'abbé Grégoire, qui était de ce que l'on appelle les patriotes prononcés, donc entendre plutôt très à gauche. Donc cette constitution civile du clergé va réorganiser l'Église en France. Elle prévoit, par exemple, un évêché par département. Souvenons-nous que c'est la Révolution qui crée les départements. L'élection des évêques et des prêtres. De toute façon, c'est simple. Pendant la Révolution, tout le monde est élu, même les juges. Je le précise parce qu'aujourd'hui, quand on soutient l'idée que les juges devraient être élus par les citoyens, on crie fasciste, fascisme, etc., etc. La Révolution aurait été pré-fasciste. Et évidemment, ces clercs, ces ecclésiastiques, sont payés par l'État. Ils deviennent quelque part des fonctionnaires. En somme, en ce début de révolution, le nouveau régime est en train de constituer ce que l'on pourrait appeler une église nationale. Et cette église nationale va rencontrer de nombreuses oppositions, ce principe d'église nationale, au sein du clergé catholique et des Français de confession catholique
qui voit là une façon atroce de soumettre la Sainte Église catholique romaine à l'odieuse révolution, qui en plus à ce moment-là est étonnamment modérée. De 89 à 92, on est plutôt sur une série de réformes de notables assez prudentes et un mouvement populaire puissant, fort, mais qui peine à se faire entendre, même s'il existe, il existe réellement. Et donc, ça va amener effectivement un certain nombre de révolutionnaires à poser le principe de la nécessité du serment civique, c'est-à-dire les prêtres et les évêques devraient prêter serment dès novembre 89 à la Constitution, serment de fidélité à la Constitution, donc à la loi. Et à partir de là, vous avez un clergé non jureur, réfractaire, qui se met en place, qui va être toléré. Ce sera un problème important pendant la Révolution. Et effectivement, un clergé constitutionnel qui, lui, est favorable au processus révolutionnaire. Cette situation ne durerait pas longtemps. Il faut savoir simplement que les oppositions sont très marquées au sein de l'Assemblée. C'est la même chose au sein de la société. On va faire un petit détour par le sud, parce que la Révolution est française, elle n'est pas parisienne, elle est nationale. Et donc, il y a notamment une opposition à ce moment-là de ce qu'on appelle les Noirs, avec un N majuscule, c'est-à-dire les aristocrates, la contre-révolution, et notamment une motion de Donguerre qui voudrait que le catholicisme fût déclaré religion d'État. Et c'est notamment Mirabeau, le député d'Aix, qui s'opposerait à cette idée-là. Il ne peut y avoir de religion d'État en France. Donc, l'Ancien Régime, c'est une expression d'époque, se met en place, se structure puissamment contre l'ordre nouveau qui, lui, entend émanciper non seulement les structures de l'État, mais aussi et surtout la société, et donc les esprits, les consciences. On pose le principe, sans le nommer ainsi, de liberté de conscience, de donc toute tutelle religieuse. Alors, je voudrais aborder en deuxième axe l'exemple aixois sur lequel je travaille. Ma thèse porte sur une société politique, c'est-à-dire une assemblée de citoyens, des cultivateurs et des artisans, et qui effectivement ont eu une grande influence sur l'ensemble de notre grande région, avec en plus des politiques nationales. Ils avaient vraiment une vision nationale. Et je croise parfois quelques antipolitiques, c'est le nom de la société, des antipolitiques toulonnais ou DOPS dans les sources sur lesquelles je travaille. Le Midi provençal a été particulièrement effervescent en matière de révolution, et les départements du Var, des Bouches-du-Rhône ont été particulièrement porteurs des combats que nous abordons. Alors, ces antipolitiques d'Aix allaient être installés, fondés par un abbé, l'abbé Rive, qui était un homme très connu à l'époque, c'était un homme des Lumières, et c'était un abbé anticlérical. Bel oxymore, mais effectivement, c'était un abbé rouge. Michel Vauvel, le grand historien de la Révolution, Michel Vauvel, le dépeignait comme le Marat aixois. Hop, je boucle ma boucle, puisque nous évoquions Marat tout à l'heure. Et cet abbé Rive correspondait notamment régulièrement avec le journaliste parisien Camille Desmoulins, celui qui avait appelé à prendre les armes le 12 juillet 1789. Et Camille Desmoulins, qui était assez connu pour, dès le début de la Révolution, pour avoir des prises de position très fortes contre l'Église catholique et contre la religion. Et à tel point que, alors c'est Hervé Levers qui le cite dans son excellente biographie, je vous invite à lire la biographie de Camille Desmoulins, de Camille et Lucie Desmoulins par Hervé Levers. C'est écrit dans un style qui nous emporte, c'est magnifique. Et donc, il explique, Desmoulins, à l'abbé Rive, au moment de son mariage, que le prêtre, qui le connaît bien, qui le marie, lui demande de respecter la religion dans ses écrits. Je ne parle pas de Charlie Hebdo, je parle de Camille Desmoulins. Donc, Desmoulins écrit « C'est ainsi, mon cher abbé Rive, que je me trouvais pris et engagé, puisqu'il prêtait serment en se mariant, à ne me mêler dans mes numéros que de la partie politique et démocratique et à retrancher, à retirer l'article théologie. » C'était aberrant pour Desmoulins, puisqu'il y avait un lien évident entre ces conceptions politiques
l'idée d'installer une démocratie et bien entendu la question religieuse. Alors, il avait expliqué qu'il était allé à son mariage avec quelques contrepoisons, son mariage à l'église, hein, puisque au début, on n'établit pas encore le mariage civil. Je reviens à notre abbé Rive et loin du coup de Camille Desmoulins. Quand les antipolitiques d'Aix s'installent le 1er novembre 1790, ils évoquent évidemment la question sociale, sur laquelle je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, la question fondamentalement démocratique de la révolution qui s'engage et la question de la religion. Et ils posent déjà les principes de séparation des espaces politiques et religieux. Nous sommes en 1790. Et ils écrivent notamment « Cette vraie religion ne réside que dans vos cœurs et ne demande à vos esprits et à vos consciences que des actes vrais, justes et utiles à la patrie. » Bonsoir. C'est-à-dire que, de leur point de vue, on ne met pas simplement la question de la religion, c'est une question d'engagement civique. Il n'est même plus question de simplement aller à la messe et de faire un acte de foi. Il est question de s'engager pour la révolution, pour la nation, pour la loi commune. Et ça, en soi, c'est quelque part un acte de foi. Et alors, donc, j'ai envoyé quelques petits coups de pied à gauche. Je vais en envoyer quelques-uns à droite. Quand, par exemple, M. Éric Zemmour nous explique que la révolution aurait vidé de tout essence spirituel ou sacré, ou le philosophe Alain de Benoît, qui explique que les Lumières ont vidé de toute substance les consciences en France, il se trompe. Quand vous lisez des sources de l'époque, les gens ne tiennent pas un discours religieux, mais ils ont une foi effervescente dans le combat qu'ils mènent. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. On pourra en rediscuter. Les antipolitiques précisent aucune religion extérieure, souvenons-nous tout à l'heure l'idée de manifestation, aucune religion extérieure n'a d'emprise à former contre vous. Ce ne sont pas des députés à l'Assemblée qui s'expriment de cette façon-là, ce sont des cultivateurs, ce sont des artisans de la ville d'Aix-en-Provence qui posent déjà, sans le dire ainsi, le principe de liberté de conscience et qui ont compris que le culte, à partir du moment où il entend dicter des conduites, est un obstacle à l'émancipation des consciences et de fait à l'exercice politique et à un exercice démocratique. C'est ainsi qu'au XVIIIe siècle, on se positionnait quand on était de gauche. 3 points de suspension. En août 1791, ces antipolitiques font des pétitions. Alors, il faut comprendre que pendant la Révolution française, les citoyens sont très engagés dans l'exercice politique. Donc, ils pétitionnent jusqu'à l'Assemblée nationale, parfois même jusqu'au roi. Ils exercent des pressions sur les communes, ce qu'on appelle les corps constitués, la municipalité de Toulon, par exemple, d'Aix, de Marseille. Et la pétition permet effectivement de rassembler un certain nombre de citoyens sur des positions qui sont très fortes. Et je vous expliquais tout à l'heure qu'un certain nombre d'ecclésiastiques avaient refusé de prêter le serment de fidélité à la Constitution, les prêtres réfractaires, et que ce culte réfractaire avait été dans un premier temps toléré. Eh bien, comment se positionnent nos cultivateurs aixois en août 1791 ? Eh bien, ils pétitionnent jusqu'à l'Assemblée nationale pour que l'on supprime les pensions de l'État aux prêtres réfractaires. C'est-à-dire, n'y voyez aucune allusion avec aujourd'hui des imams qui, dans les mosquées, expliqueraient qu'il faudrait désobéir aux lois de la République. Hein, n'y voyez pas malice. C'est-à-dire que clairement, ils sont en train de dire, nous, patriotes, le patriote, c'est celui qui combat pour la liberté. Ce n'est pas le fasciste. Nous, patriotes, nous engagés dans le processus de la Révolution, nous allons, nous, avec l'argent public, financer ceux qui combattent contre nous. Ça n'a aucun sens. Supprimer les pensions à ces contre-révolutionnaires. Parce qu'en fait, c'est ça en substance. C'est-à-dire la religion ancienne, la religion qui entend légiférer, qui entend commander les mœurs, est par essence contre-révolutionnaire. Alors après, on peut estimer effectivement que la religion doit dicter les lois de la République et que la religion
et les lois divines sont au-dessus des lois des hommes. Mais à ce moment-là, il ne faut pas se prétendre démocrate. Il faut assumer clairement de tenir une position contre-révolutionnaire. Il faut arrêter de faire passer des vessies pour des lanternes. Donc, on voit effectivement qu'il y a des positions très fortes jusque dans les départements. Là, je vous donne un exemple, mais des exemples comme ceci, on en a énormément. Et bien entendu, il y a des oppositions qui sont marquées. Si nous allons dans le Grand Ouest, du côté de la Vendée, par exemple, les oppositions sont beaucoup plus marquées. On a même des oppositions parfois très fortes entre les campagnes et les villes, pour des raisons différentes, et on n'a pas le temps de les développer maintenant, mais il faut comprendre que les oppositions que nous pouvons connaître, nous, aujourd'hui, ont déjà existé, peu ou prou de la même façon. Donc, la situation que nous connaissons n'est pas totalement inédite. Évidemment, tous ces éléments vont être amenés, ces positions, à se radicaliser au sens noble du terme, avec l'entrée en République, à tel point que lorsqu'on entre en République en 1792, le 22 septembre, le 21, on abolit la royauté, et c'est le 22 que l'on décide que l'on daterait les actes de l'an 1 de la République. Donc, quand on entre en République, effectivement, on va même se poser des questions sincères sur la compatibilité. Est-ce que la religion catholique est compatible avec la République française? C'est intéressant à relever parce qu'aujourd'hui, quand vous posez légitimement la question de la compatibilité de l'islam avec la République française, on va vous dire « oh, fasciste, raciste, islamophobe », enfin tous les qualificatifs tarte à la crème que l'on connaît. Mais cette question s'est déjà posée en réalité, et dans les mêmes termes. Et donc, dans les mêmes termes, toute proportion gardée, on ne peut pas faire des calques précisément, mais sur les principes, on se rend compte qu'il y a quand même des échos intéressants. Donc, je reste un petit peu en Provence. Nos antipolitiques d'Aix, le 5 octobre 1792, ils délibéraient de faire pétition à la municipalité. Alors, Aix-en-Provence était, Aix à l'époque, on ne disait pas encore en Provence, Aix était la capitale du département des Bouches-du-Rhône jusqu'à août 92. Donc, la ville d'Aix avait, Aix qui était la capitale historique de la Provence, avait un poids particulier. Et donc, ils pétitionnaient à la municipalité d'Aix afin qu'elle proclama et ordonna que les prêtres ne paraissent plus en public en soutane. Ils devaient être cathophobes, eux aussi. Et tout à fait. Mais Maurice Allard, pour le coup, c'est quelqu'un, effectivement, qui s'est inspiré de ces positions très marquées de la Révolution, et en sachant en plus qu'on fait du coup une petite incise, Christophe, puisque tu t'en la perche, Maurice Allard, quelque part, lui, il voulait en plus aller plus loin parce qu'il aurait voulu que la religion, en un seul mot, devint la norme. C'est-à-dire que quelque part, il proclamait le principe d'athéisme d'État, et c'est là-dessus qu'il y avait un point d'achoppement avec Aristide Briand. Ce n'était pas sur la question de la laïcité, c'était qu'Allard, en fait, allait beaucoup plus loin dans ses prises de position. Mais Allard était pétri, effectivement, de l'idéal révolutionnaire. Et donc, effectivement, cette proposition que les prêtres ne paraissent plus en soutane, ce n'est pas juste une proposition aixoise. Il y a beaucoup de gens pendant la Révolution qui le pensent. Alors, ce n'est pas une position anticléricale. Pour eux, c'est l'idée que le prêtre, en fait, est un citoyen comme les autres, donc il doit rentrer dans le corps des citoyens. Et donc, il n'a pas à porter de vêtements distinctifs. C'est un citoyen comme tous les autres. Alors, à ce moment-là, en 92, ce n'est pas accrédité, mais en tout cas, il y a de cette idée-là. Plus tard, en 93, après la décapitation de Louis XVI, il demanderait même à ce que les ecclésiastiques n'entrent plus dans les sociétés populaires. Donc, ça va très, très loin, en fait, dans les prises de position. Parce qu'effectivement, il y a un lien qui est établi et factuel entre la religion, le culte, et la contre-révolution. Parce que la religion nourrissait, elle devenait le ciment des contre-révolutionnaires. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, à opérer. Et je précise que chez les antipolitiques, au moment où ils prennent ces décisions-là, il y a 3 ecclésiastiques. Donc, il y a quelque chose à creuser, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette idée que, au-delà, que dans le culte tel qu'il existe, dans ses fondements, une opposition de principe au nouveau régime. En tout cas,
à partir du moment où ce culte, en tant que culte, dépasse ou entend dépasser le parvis du temple. J'en arrive à ma troisième partie. Il me reste une petite demi-heure, c'est ça? Hein, j'espère que je ne vous perds pas. Sur effectivement ce qui se passe avec l'établissement de la République. Donc, accordons-nous sur le fait que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 89 avait déjà aboli de facto le délit de blasphème, que par exemple, chez les frères musulmans ou les salafistes, on voudrait voir rétabli. Et il est d'ailleurs étonnant de voir que dans les suites de ce qu'a subi Mila, il y a 2 ans, certains responsables politiques, notamment de gauche, aient pu dire oui, mais il faut respecter la religion. Étonnant. Pour moi, une religion, c'est une idée. Une idée, elle est attaquable, critiquable, et on peut même l'insulter frontalement. Voilà. Bon. Je ferme la parenthèse. Donc, cette entrée en République, 22 septembre 1792, va accentuer le processus de laïcisation et on va petit à petit, progressivement, abandonner cette idée de principe d'église nationale et de constitution civile du clergé. On va en tout cas prendre un certain nombre de mesures qui vont beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent. Par exemple, la Révolution française institue le mariage civil avec ses lois des 20 et 25 septembre 1792. 21 septembre, on abolit la royauté. 22 septembre, on proclame discrètement la République. 25 septembre, le principe du mariage civil est acté. Et alors, attention, il faut comprendre qu'on précise bien que c'est la volonté des époux qui fait la substance du mariage. Je dis bien la volonté des époux, pas du mari. Je n'ai pas le temps de démonter cette idée véhiculée par, deuxième fois, Éric Zemmour, expliquant que la Révolution française a ramené les femmes à la maison. Non, c'est historiquement faux. Les femmes sont très engagées dans le processus politique révolutionnaire. On pourra en rediscuter par la suite, mais on précise bien donc que c'est la volonté des époux et que l'opposition au mariage est réduite au pluriel, au seul dont le consentement, une notion qu'on entend beaucoup en ce moment, est requis. On explique d'ailleurs que, il faut que je précise, on établit le mariage, mais également le divorce par consentement mutuel. La Révolution française. Alors, il se trouve qu'entre nous et la Révolution française, il y a eu Napoléon Bonaparte. C'est une autre histoire. Est-ce que Napoléon a été le continuateur, le fossoyeur de la Révolution? Est-ce que c'est plus complexe? Est-ce que c'est ambivalent? En tout cas, la Révolution pose ce principe, et la jeune République française, du divorce par consentement mutuel, fondé sur la nature, sur la raison, sur la justice. Le divorce est le surveillant et le modérateur du mariage. C'est intéressant, comme je suis en plein dedans en plus. Si vous voulez. Donc, si vous voulez, il y a l'idée que, pour le coup, ce que Dieu, si tant est qu'il exista, aurait uni, bien entendu, la loi peut le désunir. Vous imaginez le choc pour l'Église catholique. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une nation, la France républicaine, la France révolutionnaire et révolutionnée, qui, du coup, on vient à dire, voilà, maintenant, effectivement, on peut décider de se marier parce qu'on l'a choisi, pas parce que les parents ou les familles l'ont choisi, parce qu'on l'a choisi, et on peut décider de divorcer aussi parce qu'on l'a choisi, et y compris sur le principe de l'incompatibilité des mœurs. C'est intéressant à relever, mais que s'est-il passé entre-temps? Alors, vous savez que, et j'en arrive à ma dernière partie, effectivement, on va aller jusqu'à laïciser le rapport au temps. Je me dois d'abord de préciser qu'une proposition proprement révolutionnaire arrive à l'Assemblée le 13 novembre 1792. C'est le député montagnard Joseph Cambon. Alors, oui, l'Assemblée, la Convention, au moment de la République, une convention s'établit. L'idée, c'est de faire écho à ce qui s'est passé aux États-Unis, convention.
Donc, c'est une nouvelle assemblée constituante, puisqu'on a aboli la royauté, la constitution de 1791 est caduque, de fait. Donc, il s'agit d'établir une nouvelle constitution républicaine. Et donc, la nouvelle assemblée se partage entre, à gauche, les montagnards siègent à gauche, pas en haut, à gauche. Au centre, et c'est la majorité, la plaine. Et à droite, les Girondins. Ça, c'est pour Michel Onfray, qui nous explique que les Girondins auraient été pour la décentralisation, ce qui est historiquement faux. D'ailleurs, il faudrait s'entendre sur le terme de décentralisation. Mais on pourra en rediscuter. Pour moi, ça veut dire féodalité, mais passons. Je ferme la parenthèse. Et puis, surtout, les Girondins étaient tout sauf favorables à la participation du peuple en politique, à ce qu'il appelle l'autodétermination. Non, non, loin de là. Les Girondins étaient ce que nous appellerions, nous, aujourd'hui, des conservateurs, voire des réactionnaires. On a tout à fait le droit de l'être. Mais il faut l'assumer. Donc, Joseph Cambon, député montagnard, propose à l'automne 1792 de supprimer le budget des cultes. Pas en 1905, en 1792. La proposition ne serait pas adoptée. Il y a un certain nombre de montagnards, dont Robespierre par exemple, qui sont attachés à cette idée d'un lien avec le christianisme des évangiles, ce qu'on pourrait appeler le christianisme primitif, sécularisé, mais avec l'idée que les gens ont besoin, on pourrait se poser la question de pourquoi, de croire en quelque chose qui les dépasse. Il y a des gens qui pensent effectivement qu'il faut maintenir ce lien avec l'Église, et parce qu'en plus, ils ont une crainte, et ce qui se passerait en Vendée, sinon on leur donnerait raison, en tout cas accréditerait leur crainte, que s'attaquer trop frontalement à la religion pourrait attiser la contre-révolution. On pourrait opposer que juger le roi, c'était déjà le cas, et pourtant, il l'avait fait. Et donc, un certain nombre de députés ne jugeraient pas cette proposition opportune à ce moment-là. Et vous retenez, à ce moment-là. Pour autant, on va quand même avancer très loin dans cette idée de laïcisation, puisque on va changer le calendrier. On va supprimer le calendrier grégorien, c'est-à-dire le calendrier chrétien. Et donc, là, pour le coup, il y a énormément de remous. Alors déjà, à l'automne 91, un député qui s'appelait Gilbert Rome, qui est un peu oublié aujourd'hui, avait précisé un nouveau système d'éducation pour les enfants des sexes, des deux sexes, des garçons et des filles, issus de toutes les classes sociales. Et il faut comprendre qu'il y a un lien direct entre l'idée d'émancipation des consciences, de laïcisation de la nation, de la société et l'instruction. Je n'ai pas le temps de parler des projets d'instruction, mais c'est dans tous les esprits à l'époque. Et en décembre 92, son rapport insiste sur la nécessité d'un enseignement obligatoire et gratuit. 1792, enseignement obligatoire et gratuit. Une instruction égale, il pose le principe de ce qu'il appelle une éducation nationale. Très tôt. Et puis, va venir cette idée, progressivement, de refaire le calendrier. Et donc, ce Gilbert Rome est l'un de ceux qui portent un projet. Il y a plusieurs projets qui sont proposés. Et l'abbé Grégoire, dont je vous parlais tout à l'heure, l'abbé Grégoire, qui est un de ces ecclésiastiques qui a soutenu le processus révolutionnaire, qui avait soutenu la constitution civile du clergé, voit d'un très mauvais œil ce changement de calendrier. Et donc, il demande à Grégoire à quoi servait ce projet. Et Grégoire lui avait répondu que ça servait à supprimer le dimanche. Il avait de l'humour. Donc, on voit en fait que parmi ces députés, il y a effectivement certaines personnes qui portent, au-delà de l'idée de laïcisation, une idée de déchristianisation, ce qui n'est pas exactement la même chose, on pourra y revenir. Ce n'est pas le projet de Rome qui serait retenu, hein, c'est celui de Fabre d'Eglantine. Et à l'automne 93, vous voyez, il y a toute une année qui s'est écoulée. Entre-temps, il y a eu l'éviction des Girondins. Alors, je précise que les Girondins, les leaders girondins n'ont pas été évincés suite à un coup d'État, mais suite à une insurrection populaire. Et on pourra en parler. Parce que les Girondins avaient mené, je vais employer un terme un peu anachronique, une politique ouvertement populicide. Ils avaient par exemple fait voter la peine de mort
Je le précise parce que Michel Onfray nous explique que les Girondins étaient contre la violence. Ça m'a échappé. Ils avaient fait voter la peine de mort en décembre 92 contre ceux qui, dans les départements, s'opposeraient à la libre circulation des grains. En gros, disette, explosion des prix, accaparement. Des gens demandent à ce que les prix soient régulés, à ce que l'on mette des taxes sur les prix, et les Girondins disent « Oula, atteinte à la liberté absolue de commerce ». Là, ça me parle, ça aussi. Donc, non, ça, la peine de mort. Voilà. Donc, évidemment, il y a toute une politique des Girondins qui était anticléricaux. Hein. Les Girondins ont toujours défendu, c'est pour ça que je le glisse un petit peu, ils ont toujours défendu cette idée de laïcisation de la société. Ils ont toujours défendu la constitution civile du clergé quand on l'a établie. Ils se sont toujours opposés au clergé réfractaire et ils ont même mené une politique anticléricale. Ce qui devrait inspirer ceux de nos amis qui se revendiquent plutôt de droite et qui devraient se rappeler qu'il existe à droite une tradition politique anticléricale. Elle est oubliée. Et vu le résultat des primaires, je ne suis pas certain qu'elle revienne sur le devant de la scène. Je ferme la parenthèse. Bref, je me suis un petit peu perdu dans mes notes, je vous prie de m'en excuser. Oui, donc je reviens sur cette idée du calendrier révolutionnaire adopté à l'octobre 1793. Le projet de Fabre d'Églantine est retenu. Et effectivement, vous savez que c'est Thermidor, Floréal, c'est-à-dire qu'on va consacrer un peu, alors l'IRIS parle d'une idéologie agricole et rurale. Il faut se souvenir que la France de l'époque est essentiellement rurale, et on a tendance à oublier ce que l'historienne Florence Gautier, grande historienne de la Révolution française, a mis en avant, c'est-à-dire que la Révolution française, c'est d'abord une révolution paysanne. Il y a une lecture marxiste de la Révolution qui veut imposer l'idée d'une révolution bourgeoise. Alors oui, effectivement, il y a une bourgeoisie d'affaires qui est très puissante, mais la Révolution française, c'est aussi une lutte des classes. Il y a une véritable lutte des classes qui se joue pendant la Révolution française. Et je le précise au passage, on pourra en parler, que les années 1792, surtout 1793-1794, même s'il y a un gouvernement d'exception qui se met en place, ce que l'on a appelé a posteriori la terreur, ça correspond en réalité au moment où on met en place les politiques les plus démocratiques et les plus sociales de la Révolution. Et c'est vraiment le moment où le mouvement populaire et social a la main. Alors après, ça se finit autrement, mais il faut comprendre que l'idée d'une révolution libérale n'est pas forcément pertinente. En tout cas, ne voir que ça, c'est se couper de cette histoire par le bas qui démontre l'inverse. Je ferme la parenthèse. Donc, on établit ce calendrier révolutionnaire. Donc, le temps, et là, on est vraiment dans le temporel, le rapport au temps est complètement laïcisé. Il n'y a plus de référence au christianisme. D'ailleurs, on va parler en 1, en 2, en 3, en 4 de la République, jusqu'à l'an 14, hein, c'est en 1806, si je ne dis pas de bêtises, finalement Napoléon qui revient, qui rétablit le calendrier grégorien. Et effectivement, cette question de la religion continue à agiter les esprits. J'en arrive presque à la fin. Il faut savoir que même quelqu'un comme Robespierre, pour qui la liberté de culte était un principe fondamental à respecter, même quelqu'un comme Robespierre qui s'est opposé à ce qu'on a appelé la déchristianisation. La déchristianisation, c'est un mouvement qui vient du bas et c'est un mouvement de persécution, en fait, des catholiques. C'est-à-dire qu'on va faire des autodafés, on va transformer, par exemple, les églises en temples de la raison. On est au-delà, on atteint les cultes, en fait. Hein, on atteint la liberté de culte. On est plus simplement dans laïciser la société. Eh bien, même Robespierre, qui s'est opposé, avec d'autres, hein, avec Danton, l'opposition Danton-Robespierre est assez factice, même quelqu'un comme lui avait expliqué dans son rapport pour le comité de salut public du 7 mai 1994 que la liberté des cultes soit respectée pour le triomphe même de la raison. Mais, c'est important, mais qu'elle ne trouble point l'ordre public et qu'elle ne devienne pas un moyen de conspiration. Si la malveillance se cachait sous ce prétexte, réprimez-la.
si la malveillance se cachait sous ce prétexte, réprimez-la. On serait inspiré aujourd'hui de fermer davantage certaines mosquées où on explique que les enfants qui feraient des chants et de la musique seraient transformés en singes et en porcs, et encore pour prendre, entre guillemets, les exemples les moins graves, entre guillemets. Quelqu'un comme Fouché, alors Fouché qui, lui, pour le coup, s'est vraiment inscrit dans cette idée de déchristianisation et qui a mené une répression sanglante à Lyon. Il avait parlé des prêtres comme étant des charlatans. Donc, le vocabulaire que nous pouvons avoir, il n'est pas d'aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on entend déjà à l'époque. Je précise que ceux qui font la laïcisation, ou même ceux qui s'inscrivent dans un processus de déchristianisation, ne sont pas des athées. Il y a une association qui est faite, déchristianisation, athéisme. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est intéressant de noter ce rapport-là. Collot d'Herbois, lui, a participé à des autodafés de ce qu'il appelait des guenilles sacerdotales. Donc, il y a cette idée, alors évidemment, là, il y a une atteinte au culte, mais il faut comprendre que aujourd'hui, on nous explique, attention au vocabulaire que vous allez employer, parce que ça pourrait froisser un tel, etc., etc. Les gens de l'époque ne se privent pas de s'exprimer comme ils le souhaitent. Saint-Just, qu'on associe très souvent à Robespierre. Saint-Just, c'est l'homme des décrets de Ventose. C'est probablement l'un de ceux qui a été l'un des théoriciens les plus importants de ce que nous appellerions, nous, aujourd'hui, la République sociale. Les décrets de Ventose qui visaient notamment, donc en février-mars 1794, à distribuer, par exemple, des biens des émigrés, donc des aristocrates qui étaient partis à l'étranger dans le but de revenir fondre sur la Révolution et de les distribuer aux pauvres, par exemple. Saint-Just, cet homme de la République sociale, avait déclaré « tous les cultes sont également permis et protégés ». Mais, vous avez remarqué depuis le début, depuis l'article 10, il y a toujours un « mais ». Mais en même temps, c'est là, il y a des expressions qu'on n'ose plus dire aujourd'hui, on se demande pourquoi. Mais, dans aucun des engagements civils, aucun, les considérations de culte ne sont permises. Je le précise parce qu'une ministre de l'Éducation nationale, il y a quelques années, avait expliqué qu'il fallait mettre à égalité la superstition, enfin la foi ou la croyance et les savoirs. Voilà, exactement, il ne fallait pas froisser. Ah, parce que vous comprenez, après, les élèves ont l'impression qu'on attaque le religieux. C'est surprenant quand on est ministre de la République, et de surcroît quand on a l'outrecuidance de se prétendre de gauche. Donc, tous les cultes sont également permis et protégés, mais dans aucun des engagements civils, les considérations de culte ne sont permises. Et tout acte où il est parlé de culte est nul. Je donne des cours d'arts martiaux, et il y a quelques années, une maman nous explique, elle nous donne les papiers, elle nous parle de son époux. Et en fait, l'imam du quartier avait fait le mariage, mais il n'était jamais passé devant monsieur le maire. Ce sont des choses régulières. Ce n'est pas toléré. C'est interdit, c'est illégal. Et depuis la Révolution, même Napoléon Bonaparte avait rappelé dans une loi que les prêtres n'avaient pas le droit de s'opposer à la contractualisation d'un mariage. On ne peut pas dire que Napoléon Bonaparte soit précurseur de la laïcité. Je suis pour l'abrogation du concordat. J'entends que l'on défende le régime concordataire, comme j'ai le droit de dire que je suis pour l'abrogation du concordat. Saint-Just poursuit, les temples publics sont ouverts à tous les cultes. Vous voyez, il ne dit pas le catholicisme, tous les cultes. Les rites extérieurs sont défendus. Les rites extérieurs sont défendus. Quand on vous dira, si vous êtes opposé à une prière de rue, que vous êtes un islamophobe, vous demanderez si Saint-Just était cathophobe. Les rites intérieurs ne peuvent être troublés. Donc, il y a un équilibre parfait, en fait, entre l'idée de la liberté de culte, qui s'exerce par définition dans les lieux de culte, et on n'a pas à aller contre la liberté de culte. Chacun est libre d'avoir un culte, ou de ne pas en avoir, c'est toujours bien à rappeler. Mais la rue, l'école,
le lieu de travail ne sont pas des espaces de culte. Les prêtres d'aucun culte, le prêtre d'aucun culte, pas le prêtre catholique, le prêtre d'aucun culte ne peut paraître en public avec ses attributs sous peine de bannissement. Il écrivait ça dans ses fragments sur les institutions républicaines en 93-94. Et alors, on aurait presque pu faire une conférence sur le lien entre la République sociale et la République laïque. Alors, une fois encore, laïque avec des gros guillemets parce que le terme serait anachronique ici. Juste avant de conclure, je précise que le principe de séparation avait été acté par la Révolution française. On l'oublie souvent parce qu'effectivement, quand on parle de la loi de 1905, on voit la loi qui abroge le concordat et qui établit la séparation des églises et de l'État. On oublie que le concordat avait aboli une loi de la Révolution. Effectivement, la proposition de Cambon, dont je vous parlais tout à l'heure, la suppression du budget des cultes à l'automne 92, serait finalement actée à la fin de l'été de 1794, puis la convention dite thermidorienne établissait purement et simplement la séparation des cultes et de l'État le 21 février 1795. Alors, la convention thermidorienne, puis le directoire, n'ont généralement pas bonne presse auprès des historiens de gauche. Je suis clairement radical socialiste, donc je revendique un ancrage à gauche. Et pourtant, c'est un laboratoire qui est très intéressant. Alors effectivement, la convention thermidorienne est le laboratoire du directoire, qui serait lui-même une république très clairement oligarchique. Après, on peut faire un travail de prélèvement et regarder avec attention ce qui peut nous intéresser. Et on n'a pas le temps de rentrer dans les détails maintenant, mais il faut relever ça. C'est-à-dire la Révolution acte le principe de séparation. Et ce principe va très loin, hein, parce qu'il consacre un certain nombre de positions dont je vous ai parlé, notamment celle de Saint-Just précédemment, dont on ne peut pas dire qu'il était un horrible conservateur. Mais on revient sur cette idée, évidemment, de protéger le culte, mais également qu'on ne peut pas appeler au culte publiquement. Les ministres des cultes n'ont pas le droit d'aller dans la rue pour appeler au culte. Le culte, il est dans les lieux de culte. Quelque part, parce qu'il y a cette interdiction de mettre l'uniforme ecclésiastique dans la rue, quelque part, la Révolution a été plus loin que la loi de 1905. Puisqu'Aristide Briand, pour reprendre ce que tu évoquais, Christophe, s'opposait très clairement, sur un argument tout à fait discutable de mon point de vue, à l'art sur cette idée de l'interdiction de l'uniforme, puisqu'il disait que les prêtres, de toute façon, trouveront toujours une façon de se distinguer, ils prendront un chapeau plus haut, etc. etc. Je vais juste pour conclure, citer le marquis de Sade. Et je le garderai pour la suite de notre échange et pour conclure notre rencontre. Alors, c'est vrai que Sade, pour des raisons évidentes, n'a pas bonne presse, puisque Sade a donné son nom à l'adjectif sadique, que Sade, effectivement, avait les pratiques que l'on sait. Ce que l'on oublie, c'est que Sade, c'est aussi un homme des Lumières. Je le précise parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la cancel culture, donc la culture de l'effacement, on est, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, ou tout blanc ou tout noir, et donc on est ou très 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 gentil. Des fois, on a l'impression que c'est le raisonnement Facebook. C'est j'aime, j'aime pas. On est ou très très gentil ou très très méchant. Et si on est très 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 gentil, on peut avoir pignon sur rue. Et si, alors en plus très très gentil sur on ne sait trop quel qui faire. Et si on est très 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 méchant, c'est la damnation memoriae. Voilà. Bon, et c'est regrettable parce que si Sade, effectivement, humainement, n'était peut-être pas quelqu'un de fréquentable et qu'il commit des actes qui sont effectivement par nature condamnables. D'ailleurs, il a été à la Bastille, mais pas pour ces actes-là. Pour ceux qui nous intéressent, c'est que Sade, ça reste un homme des Lumières. On a tendance à l'oublier. Et Sade, c'est aussi un homme de la Révolution. C'est d'ailleurs l'un des derniers embastillés. Et Sade a écrit des théories républicaines qui devraient nous inspirer aujourd'hui. Et Sade, d'ailleurs, fait le lien entre la République sociale et ce que nous appellerions, nous, aujourd'hui, la République laïque. Et ça, c'est pour Éric Zemmour. Il nous faut un culte
et un culte fait pour le caractère d'un républicain. Oui, effectivement, en fait, la France a inventé une religion civique. Et cette religion civique, elle s'appelle la République. Ce n'est pas juste un principe juridique qui serait vidé de substance, qui n'aurait pas de caractère sacré. Alors évidemment, aujourd'hui, aujourd'hui, ça ne date pas de lui, mais entre le président de la République qui lance le Cast-Up of Con, celui qui se fait prendre en scooter, celui qui s'amuse à regarder des galipettes dans les jardins de l'Élysée, on se dit qu'effectivement, on n'a plus forcément de caractère sacré. Mais pourtant, c'est pensé, et ça décrivait, il nous faut un culte, et un culte fait pour le caractère d'un républicain, bien éloigné de jamais pouvoir reprendre celui de Rome. Donc, il explique, oui, on peut avoir un caractère sacré à la République, quelque chose qui nous dépasse tous, sans tomber dans, effectivement, le culte dogmatique et la vérité révélée. Et ce qui est intéressant de noter, comme quoi le personnage était visionnaire, et je garde un petit peu pour la fin, ne perdons pas de vue que cette puérile religion était une des meilleures armes aux mains de nos tyrans. Le marquis de Sade établit un lien direct entre la religion et l'oppression politique. Nous avons l'impression, je reviens sur, j'ai beaucoup tapé à gauche, donc je rééquilibre un peu. On a Éric Zemmour qui explique très très souvent que oui, le principe de séparation, il est déjà dans les évangiles. On oublie d'ailleurs que la Constitution des États-Unis d'Amérique admet tout à fait, d'ailleurs, elle acte le principe de séparation. L'État américain et l'Église sont séparés. Les États-Unis d'Amérique sont-ils pour autant un pays laïque? Il ne me semble pas. Et donc, effectivement, les choses sont un peu plus compliquées que ce que peut avancer Éric Zemmour de ce point de vue-là. Le problème, c'est que personne ne lui répond sur le fond. Alors bon, quand on entend les opposants, à part lui dire fasciste, fasciste, on se dit que c'est un petit peu court en raisonnement. Et on ne l'attaque pas forcément là où il devrait être attaqué en plus. Je ferme la parenthèse. Donc, il est intéressant de noter ce lien qu'établit Sade. Et il dit, avant 10 ans, donc il écrit ça en 95, avant 10 ans, au moyen de la religion chrétienne, de sa superstition, de ses préjugés, vos prêtres, malgré leur pauvreté, reprendraient sur les âmes l'empire qu'ils avaient envahi. La liberté de conscience, ce n'est pas la liberté de culte. Ce sont deux choses différentes. Reprendraient sur les âmes l'empire qu'ils avaient envahi. Il évoque l'arbre de la superstition qui pourrait parvenir à reprendre quelque empire sur les consciences. Vous comprenez ce que je vous disais sur l'idée de ces républicains au 19e, au 20e siècle, de leur point de vue, parachever la Révolution. Il dit, Français, ne vous arrêtez point. L'Europe entière, une main déjà sur le bandeau qui fascine ses yeux, attend de vous l'effort qui doit l'arracher de son front. Il dit cette idée d'universalisme. Ce n'est pas nous qui allons faire la loi chez les autres, mais parce que nous allons prendre une position forte. Nous allons envoyer un message qui peut inspirer ceux qui, ailleurs, voudraient mener les mêmes combats. Et non, finalement, je vous fais la conclusion d'entrée, comme ça on a vraiment le temps pour l'échange. Je le précise aussi, pour les sophistes, hop, je reviens prétendument à gauche, Edouard Plenel, ces gens comme ça, hein, qui nous expliquent, oui, mais avant, il n'y avait pas l'islam. Si vous lisez Voltaire, Montesquieu, ils ne parlent pas que de la religion catholique. Ils connaissent même plutôt bien l'islam. Et ils ont une lecture plutôt intéressante du monde que l'on qualifie d'arabo-musulman. Je dis que l'on qualifie d'arabo-musulman parce qu'en fait, en Afrique du Nord, on est plutôt berbère et que les Turcs qui sont musulmans ne sont pas arabes. Et donc, ces gens-là ne se privent pas de taper aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, dans le spectre et l'encensoir, le marquis de Sade amalgame les rois et les prophètes. Donc, on a toujours cette idée-là qui est imbriquée. Lycurgue, Numa, donc un roi de Rome, Moïse, Jésus-Christ, Mahomet, Sade islamophobe, tous ces grands fripons, tous ces grands despotes de nos idées, surassocier les divinités qu'ils fabriquaient
à leur ambition démesurée. Et certains de captiver les peuples avec la sanction de ces dieux. Ils avaient toujours soin de ne les interroger qu'à propos ou de ne leur faire répondre que ce qu'ils croyaient pouvoir les servir. La religion est fondamentalement un principe politique, voire si on va au bout du processus, la religion est un instrument d'oppression politique. Et dès qu'elle est mise en dehors du temple, ça devient inévitable. C'est le parti pris de Sade. Alors, en conclusion, il faut comprendre que la laïcisation, ce fut un processus de long terme et que la loi du 21 février 1795 était un précédent. Il y a évidemment un lien que je n'ai pas tissé entre la laïcisation et la question de la République sociale. Et la loi de 1905, j'insiste, qui ne mentionne jamais le mot laïcité, qui ne mentionne jamais le mot laïque, est quelque part une finalité. Oui, elle est un point de départ juridique, mais elle est un aboutissement qui, à tort ou à raison, du point de vue de ceux qui la portèrent et qui en furent les architectes, parachever l'œuvre révolutionnaire. Je vous remercie. Merci. Pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à lever la main pour si vous avez des questions, et ceux qui sont en salle également. Donc, les questions sont ouvertes. Oui, Henri. Indubitablement. Alors, il faut comprendre que les partis politiques n'existent pas à l'époque. Et qu'en réalité, il n'y a pas de discipline de vote. C'est-à-dire qu'évidemment, il est pratique de regrouper les gens dans des classifications, montagnards, girondins ou de la plaine. Mais quand on les regarde individuellement, on se rend compte qu'il y a des comportements qui sont différents. Par exemple, beaucoup de Girondins votent la mort du roi. Les montagnards ne sont pas les seuls à voter la mort du roi. Certains Girondins vont la voter avec sursis. D'autres vont la voter sans sursis. Ensuite, il y a toujours des tendances et des gens qui vont être plus ou moins radicaux au sein d'une tendance et d'autres qui seront plus modérés. Et Condorcet, il fait partie de ces hommes qui sont quelque part équivoques, en fait. Il a porté un projet d'instruction publique. Il a pris position notamment pour le droit de vote des femmes. C'est quelqu'un qui a pensé l'économie au service de la politique. Mais c'est quelqu'un qui, malgré tout, s'inscrit dans un projet politique que l'on qualifierait, nous, aujourd'hui, de libéral. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la révolution avance, et plus, en fait, les positions des uns et des autres se radicalisent. Pour beaucoup de gens, Pétion, par exemple, qui est un des Girondins éminents, on l'a oublié aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui était très proche de Robespierre. Le terme Girondin n'existe pas à l'époque. On parle de Brissotins, parce qu'ils sont réunis autour de la personnalité de Brissot. Et Brissot était l'un des témoins de mariage de Camille Desmoulins. Et pourtant, sous la Convention, ils vont être des ennemis intimes, si je puis dire. Et effectivement, dès l'Assemblée législative, donc la deuxième Assemblée de 1791 à 1792, on voit que des gens comme Vallazer, Condorcet sont réunis dans le salon de Madame Roland et vont effectivement penser à un certain nombre de choses. Mais pour eux, il était question de mettre fin à l'ancien régime et de mettre fin à ce qu'on appelait au XIXe siècle, si on prend des gens comme Mignet ou Thiers, les abus de l'ancien régime. Mais il n'était pas du tout question d'installer une démocratie. C'est-à-dire que, bien entendu, il fallait des droits inaliénables, la liberté, l'égalité, par exemple, la propriété, elle est considérée comme un droit inaliénable. Mais la démocratie, c'est autre chose. Condorcet va porter le projet de constitution des Girondins à l'Assemblée. C'est lui qui présente en 1793 le projet de constitution des Girondins. On parle du projet Condorcet. En fait, c'est le projet Girondin. Le projet des Girondins reconnaît l'égalité en droit, devant la loi.
Rien de plus. Rien de plus. Et contrairement à ce que l'on pense d'ailleurs, les Girondins n'étaient pas du tout décentralisateurs. Et le projet qui est porté par Condorcet, il explique textuellement que les autorités locales sont nommées par le pouvoir exécutif et sont subordonnées au pouvoir exécutif. Là où le projet Montagnard explique que le procureur général syndic, par exemple, qui était un personnage intermédiaire entre l'État et le territoire, était élu sur le département, par le département. Après, il faut aussi voir qu'il y a des positions qui sont ambivalentes. Certains Girondins, pas tous, ont défendu l'idée d'une république fédérative à l'américaine. Mais ils étaient minoritaires. Le problème des Girondins, ce n'était pas la centralisation du pouvoir exécutif, c'était que cette centralisation soit Paris. Pourquoi Paris? Parce qu'à l'époque, Paris était une ville très populaire, avec un mouvement populaire, démocratique et social très puissant, qui faisait peser une pression conséquente sur la Convention. Et juste pour finir là-dessus, pendant l'insurrection dite fédéraliste, après l'éviction des Girondins de l'Assemblée, enfin des leaders girondins, donc il y a des départements qui se soulèvent. En fait, ce sont les notables des départements qui se soulèvent contre l'éviction des Girondins, contre la politique sociale voulue par les montagnards. Et quand on regarde ce qui se passe dans notre région, c'est le cas aussi, entre les sections, donc des circonscriptions administratives au départ, pro-girondines, et les sociétés populaires, souvent jacobines, pro-montagnardes, il n'y a personne qui dit il faut décentraliser. Ils disent tous vive la République une et indivisible. Ils sont tous d'accord là-dessus. L'accusation de fédéralisme est portée par les montagnards pour discréditer les Girondins, pour dire regardez, ils veulent détricoter ce que nous avons fait. Mais ils n'ont jamais revendiqué ça. Et c'est une opposition entre deux visions de la République. Une vision qui se veut plutôt aristocratique, au sens où Montesquieu l'avait défini, c'est-à-dire il y a ce que nous appelons nous aujourd'hui un gouvernement représentatif, des élections, et on s'arrête là, et un projet qui se veut plus démocratique, plus social. J'ai été un peu plus loin que la question de départ, mais l'idée, c'est celle-ci. Désolé de te rendre cette aberration mais nous embauchons avec. Merci beaucoup. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, avec le masque, on n'entend pas. Pardon. Merci. Ah, d'accord. Donc, nous nous suivons sur Facebook, effectivement. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. D'autres questions? Gilles. Alors, moi, en fait, j'ai une question sur, donc en 89, 2016, donc on vote les États généraux, on fait les cahiers de doléances. Est-ce que dans les cahiers de doléances, donc que ce soit sur par rapport à votre thèse ou nationaux, est-ce que cette laïcisation remonte ou c'est vraiment que économique, la dette, tout ça, ou déjà on voit poindre un soupçon de volonté de laïcisation? Deuxième intervention, donc la laïcisation pendant la Révolution française, donc c'est un processus sur le temps, ça c'est clairement. Mais quand même, moi, j'aimerais vraiment savoir si ça a été vraiment violent, comme vous l'avez décrit, donc par exemple en Vendée avec la chouannerie, avec cette opposition ferme, et aussi avec Christine Pérard, l'élève de Michel Beauvais sur les sans-culottes. Tout à fait. Est-ce que c'était vraiment aussi marqué avec campagne, chouannerie, opposition ferme et catholique, et de l'autre côté à l'extrême, le sans-culotte, déchristianisateur qui va piller l'abbaye des rois de France en découpant la tête à Saint-Denis. Voilà. Est-ce que c'est si marqué que ça ou voilà, où il y a quand même des nuances. Alors, les choses sont beaucoup plus nuancées qu'on veut bien le faire croire. Alors, d'abord, moi, je n'ai pas travaillé sur les cahiers de doléances aixois. Donc, je ne peux pas vous répondre de façon catégorique. Ce qu'il faut relever de manière générale, c'est qu'au début de la Révolution, les gens sont très attachés à la religion. Et cette religion, elle est ancrée. Donc, il y a un attachement, au moins, en tout cas, à la foi. Même chez les antipolitiques, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui ont porté très haut cette idée de laïcisation, et qui étaient anticléricaux, quand à un moment il y a la sécheresse, on demande à faire une messe pour la pluie. Pour qui la pluie?
Mais il faut comprendre qu'ils font une différence entre l'acte de foi qui va se faire à l'Église, par exemple, et la loi que l'on établit et que l'on entend émanciper. Ensuite, une fois encore, les choses se font progressivement, c'est-à-dire que cet attachement, il est très marqué au début, mais les positionnements de l'Église, et notamment des réfractaires, vont amener d'un côté, et on en vient aux nuances, pour certains, à s'éloigner de la religion, parce qu'effectivement, la religion est le ciment de la contre-révolution, et de l'autre, à marquer, au contraire, un attachement encore plus profond. Et c'est ce qui se passe notamment en Vendée et dans le Grand Ouest. Vous évoquez Christine Perard, elle a travaillé sur les Jacobins de l'Ouest, et elle explique, par exemple, qu'on explique à un prêtre qui est ce qu'on appelait à l'époque un missionnaire patriote, c'est-à-dire qui allait, en fait, délivrer les principes nouveaux, expliquer les principes nouveaux, et elle cite un passage où on lui dit « Garde-toi bien, en gros, de parler de religion ». Parce que, en fait, à cet endroit-là, il y a un attachement qui est beaucoup plus marqué. Et quand on regarde la question de la Vendée, ce qui met le feu aux poudres en Vendée, c'est la levée en masse. Il faut se souvenir que la Révolution voit la France en guerre contre la quasi-totalité de l'Europe. Ça, c'est une donnée qui est absente des analyses généralement. On vous dit « Oh, regardez, ces révolutionnaires, ils étaient violents, ils ont tué partout. » L'Angleterre, les deux Siciles, l'Espagne, l'Autriche, la Prusse, et toutes les frontières sont menacées. Et d'ailleurs, il y a même des invasions qui sont avérées. Et en plus, il y a une contre-révolution qui est en lien avec ce qu'on appelle les émigrés et avec les armées étrangères. Et en Vendée, ce qui se joue, c'est ça, en fait, c'est la prise des villes pour ouvrir les ports. Alors, on dit la Vendée, mais en fait, c'est beaucoup plus vaste. Des ports comme Nantes, par exemple, aux navires britanniques. Toulon est un très bon exemple, puisque au moment de l'insurrection dite fédéraliste, les Girondins, en fait, du coup, se soulèvent donc contre la Convention, mais ces Girondins vont se faire dépasser par les royalistes qui livrent la ville aux Anglais. Toulon est livré aux Anglais. Et Marseille et Aix mobilisent des armées de citoyens pour venir délivrer Toulon. Dans mes sources, de grosso modo, de l'été 93 à janvier-février 94, je ne vais pas dire on ne parle quasiment que de Toulon, mais on parle beaucoup de Toulon. Et donc, effectivement, c'est la levée en masse par rapport à ce contexte-là qui met en Vendée le feu aux poudres. La Convention décide de recruter 300 000 hommes. Et sur des critères plus ou moins arbitraires, célibataires, pas d'enfants, etc., etc. Et comme en Vendée, ça s'ajoute, en Vendée, en fait, c'est 4 départements du Grand Ouest, ça s'ajoute à d'autres choses, on a une traînée de poudre en fait qui prend feu. Et que disent effectivement les Vendéens, en tout cas les Vendéens qui sont à ce moment-là contre la Révolution? Certains historiens parlent d'anti-révolution, c'est-à-dire des déçus qui rejoignent la contre-révolution. Et on a beaucoup de gens de conditions très modestes, des cultivateurs, des petits artisans, et ils disent « rendez-nous nos bons prêtres ». Le procès d'exécution du roi, c'est inentendable. Donc on dit « on veut le retour du roi », donc un nouveau roi de France. Et c'est pour ça que s'établit d'ailleurs, s'institue l'armée catholique et royale. Pour autant, tous les Vendéens ne sont pas dans l'armée catholique et royale. Au départ, quand ça se déclenche, ce sont ces Vendéens qui attaquent d'autres Vendéens qui, eux, sont patriotes et sont républicains. À Cholet, par exemple, il y a des massacres. Et les massacres de Vendéens par des Vendéens, bien avant les colonnes infernales de Turreau, qui commet ce que l'on appellerait aujourd'hui des crimes de guerre, bien avant ça, il y a des massacres qui sont commis par des Vendéens et contre d'autres Vendéens. On cite par exemple les poignets d'un procureur syndic avant de le perforer à coups de baïonnette. Il y a le fameux chapelet vendéen où on lie les gens les uns après les autres au-dessus des douves et puis on pousse.
Et puis, si on ne pousse pas, on met un coup de baïonnette. Des gens qui sont enterrés vivants, des villages qui sont brûlés. Donc, c'est une guerre civile atroce, hein, la Vendée. Mais c'est vrai que ça ne part pas de la religion. Pour autant, il y a ce lien-là. Si on revient chez nous, les oppositions sont évidemment très marquées entre des gens qui défendent la révolution et qui, de fait, vont s'opposer aux réfractaires et à ce qui s'appelle le fanatisme religieux, et d'autres personnes qui sont inscrites dans ce processus contre-révolutionnaire qui, eux, défendent effectivement le principe de la religion ancienne. La déchristianisation, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, tous ceux qui se sont inscrits dans un processus de laïcisation ont vu parfois d'un très mauvais œil cette déchristianisation violente. Je vous disais, où on avait transformé des églises en temple de la raison, on avait fait des autodafés, etc., etc. Et par exemple, on écrit « Combattre un fanatisme contre un autre fanatisme », ce n'est pas entendable. Donc, en réalité, même s'il y a des positions qui sont très marquées de part et d'autre, on a quand même des éléments de nuance qui doivent être pris en compte. J'espère que j'ai répondu clairement à la question. Il n'y a pas de questions en ligne? Non. D'autres questions? Chantal? Sur les thèmes sémantiques. Vous avez dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, Marat, homme de gauche, très à gauche, donc Condorcet de droite, etc. Est-ce que cette détermination était déjà si claire et équivalente à ce qu'on dit maintenant? Est-ce que c'était, sur quoi ça se base et est-ce que c'était des mots qui étaient utilisés à l'époque? Oui, tout à fait. D'ailleurs, la distinction gauche-droite date de l'époque. Alors, au départ, parce que ça va vite évoluer, hein, au départ, au début de la Révolution, la distinction entre gauche et droite, elle se fait je suis opposé ou favorable au processus révolutionnaire. C'est-à-dire que dans l'Assemblée nationale constituante, tous les gens qui vont défendre cette idée de révolution et de réformer le régime sont plutôt du côté gauche, ce qui explique, je reviens à Zemmour, cette idée que le libéralisme serait une idée de gauche. Bon, en fait, on se rend compte que très rapidement, il y a des bascules. Pourquoi? Parce que ceux qui siègent à droite de l'Assemblée, ce sont effectivement les aristocrates qui sont contre ce processus révolutionnaire. Pendant l'Assemblée législative, donc septembre 91, septembre 92, le côté gauche, il est porté par des députés qui sont tous membres du Club des Jacobins. Et tous ces membres du Club des Jacobins sont girondins. Alors là aussi, j'amène une autre idée. Michel Onfray, quand il dit qu'il y a une opposition entre Girondins et Jacobins, dit une énorme bêtise. Parce que les Girondins sont des Jacobins, initialement. Alors, ils seraient finalement exclus du club, mais tardivement, en octobre 92. Mais les Girondins dominent tout le réseau jacobin jusqu'à l'été 92. Et donc, effectivement, à ce moment-là, ils sont à gauche. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils défendent la Constitution, la monarchie constitutionnelle, alors que le côté droit est plutôt opposé à ce principe de constitution. Quand on a éliminé la royauté, on a aboli la royauté, et c'est toujours le problème en fait de la convergence des luttes. On est contre quelque chose ensemble, c'est une chose, mais pour remplacer par quoi? Et là, on se rend compte que c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. On a beau avoir une espèce d'unanimité contre, par exemple, la monarchie absolue, est-ce que pour autant on est d'accord pour installer la démocratie? Et la première division, elle se fait autour du débat sur la guerre. Il y a une majorité de patriotes à l'époque qui estiment, et c'est le discours des Girondins, qui estiment qu'il faut porter les lumières de la Révolution à l'étranger. Et donc, on veut mettre en place une république universelle. Alors, les Girondins ne sont pas les seuls à dire ça. Hein. Cloutz le dit, Camille Desmoulins le dit, mais c'est vrai que cette idée elle est portée d'abord par les Girondins et que les rares opposants à la guerre, non pas à la guerre, mais à la guerre offensive, c'est-à-dire qui va prendre l'initiative? Tout le monde sait qu'il va y avoir une guerre. Qui va prendre l'initiative? Les rares opposants, ils sont à gauche et ce sont des radicaux. Robespierre, Marat, Billaud-Varenne. Et le dernier point sur est-ce que c'est aussi clair à l'époque, Camille Desmoulins écrit très tôt « Je suis à l'extrémité gauche des Jacobins ». Donc, c'est une notion qui
qui est évidente. Alors, on parle du côté gauche et du côté gauche pour moi, c'est mon côté droit, du côté gauche et du côté droit, mais c'est très, très net. Et dernier point qui est important, c'est le vocabulaire, en fait. C'est-à-dire que tous ces protagonistes de l'époque sont pétris de Montesquieu et de l'esprit des lois, notamment. Et Montesquieu parlait de la République, quand il définit les différents régimes possibles, il dit que la République, elle peut être de deux sortes, une aristocratie ou une démocratie. Montesquieu dit la démocratie, c'est quand le peuple exerce le pouvoir, il exerce directement. Et quand les représentants du peuple, ou une partie du peuple, ça c'est intéressant ça pour aujourd'hui, exercent le pouvoir, ce n'est pas une démocratie, c'est une aristocratie. Alors il précise aussi que de son point de vue, une démocratie, une république démocratique, dans un grand pays comme la France, ce n'est pas possible, parce que trop grand, et qu'on doit passer par de la représentativité. Que pensent du coup les révolutionnaires à l'époque? Oui, il faut représentativité, c'est nécessaire, mais, toujours, mais contrôle des citoyens. Qui commande? Démocratie. C'est Kratos, c'est le pouvoir, mais c'est aussi Kraton, le commandement. Qui commande? Celui que l'on a mandaté ou celui qui a mandaté? Et c'est une opposition qui est claire pour les gens de l'époque. Et que dit Camille Desmoulins quand il parle des républicains, des Girondins et des montagnards? Il dit, et il sait que ça va faire mouche à l'époque, parce que Montesquieu, c'est une allusion claire pour les gens à l'époque. Il dit, les Girondins, ce sont des républicains aristocrates. Et donc, quand il dit ça, c'est un coup d'estoc qui est terrible, parce qu'il affirme, les Girondins, effectivement, ils sont pour la République. Ils ne défendent plus la monarchie. Les accusations de royalisme, elles courent de part et d'autre à l'époque. Mais ils ne veulent pas une démocratie. Il dit, nous, les montagnards, nous sommes les républicains démocrates. Donc, les oppositions, elles sont assez clairement établies en ces termes-là à l'époque. Sur les sphères publiques et sphères privées, à cette époque-là, comment elle était définie? Parce qu'actuellement, on s'aperçoit qu'on a fait rentrer de la sphère privée dans la sphère publique. Je pense que tous les problèmes qu'on a actuellement, c'est parce que ce n'est pas défini. À l'époque, comment c'était? Vous voulez dire sur la question religieuse ou de manière générale? Sphère publique, religieuse, sphère privée, religieuse. Alors, pour eux, la chose est simple. Il y a le culte qui est libre et toléré et qui s'exerce dans les lieux de culte. Et alors, on n'emploie pas les termes de sphère publique et de sphère privée. Par contre, on va parler de la chose publique, de la res publica. La république, d'ailleurs, et on en revient à Montesquieu, pour les gens de l'époque, la monarchie constitutionnelle peut être considérée comme une république, dans la mesure où le roi n'est pas détenteur du pouvoir législatif. Et donc, ce qui importe pour eux, c'est la vertu. Hop, j'en reviens à Michel Onfray qui nous explique, la vertu, ça veut dire qu'on prône l'abstinence, etc., etc. Non, rien à voir. Ils ne voient pas la vertu au sens chrétien du terme. Ils voient la vertu au sens romain du terme. Cicéron, par exemple, c'est une référence importante pour eux. Qu'est-ce que c'est la vertu pour Montesquieu? Par exemple, le patriotisme, c'est l'amour de la patrie et des lois, c'est la vertu, c'est la patrie, l'amour de la patrie, c'est l'amour de l'égalité, dit Montesquieu. Donc là aussi, c'est intéressant. J'ai vu un meeting il n'y a pas longtemps de la droite où j'ai entendu chanter la Marseillaise et j'ai vu des drapeaux tricolores. Et je me dis, mais qu'a fait la gauche pour en arriver là? J'entends des gens qui se revendiquent royalistes, qui sortent le drapeau tricolore et qui chantent la Marseillaise. Je me dis qu'effectivement, la gauche a des questions à se poser. Je ferme la parenthèse. Donc, effectivement, il faut que nous réinvestissions les mots. Ça me paraît fondamental. Et pour eux, ce qui importe, effectivement, c'est que lorsque l'on occupe des fonctions publiques, la vertu soit aux commandes. C'est-à-dire, je fais passer l'intérêt général avant mon intérêt propre. Et ce, quelles que soient les actions. Quand je vais faire du commerce, par exemple, je ne peux pas faire de la spéculation. La gauche de l'époque n'est pas collectiviste. Avant Babeuf, il n'y a pas de communistes. Marat ou Robespierre, ils défendent la liberté de commerce. Mais ils disent, la liberté de commerce, ce n'est pas la liberté des commerçants. 3 points de suspension. C'est intéressant, je trouve, comme principe. Après, on a le droit de s'opposer à ça.
Mais donc, pour eux, le principe, il se pose comme ça. Il y a des choses ce qui relève du privé, c'est ce qui n'engage que soi. Qu'il s'agisse de commerce, qu'il s'agisse d'entreprise, qu'il s'agisse de religion. À partir du moment où je suis dans l'action publique, ce qui doit commander, c'est la vertu. Donc, je ne vais pas faire du prosélytisme, je ne vais pas professer des principes qui sont par essence contre-révolutionnaires ou qui sont inciviques. C'est assez clairement revendiqué. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. C'est la notion de prosélytisme. Oui, exact. Alors, on parle de manifestation, c'est-à-dire que c'est l'article 10, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. C'est Saint-Just expliquant, oui, la liberté de culte, elle est évidemment admise et elle est protégée, mais le culte, ce n'est pas à l'extérieur. Donc, les termes ne sont pas ceux que nous employons, mais le sens reste le même. Et c'est ce que toute une partie, malheureusement, de la gauche aujourd'hui ne veut pas voir, où il y a une cécité volontaire, on fait semblant de ne pas voir les choses. J'ouvre je lance un petit caillou, mais au moment de la réforme pour le mariage pour tous, sur le mariage pour tous, je n'ai pas entendu parler de catholicistes. Elle dit les catholiques. On n'a même pas marqué intégristes derrière. Les catholiques. Par contre, il ne faudrait pas dire les musulmans intégristes, il faudrait dire les islamistes. 2 poids, 2 mesures. Première parenthèse. Deuxièmement, on a parlé de sens commun. Effectivement, le sens commun, la manif pour tous, était à la commande de tout ça. Mais je suis surpris qu'alors même que les médias nous montraient sens commun, la manif pour tous, les médias ne nous montraient pas, dans le même temps, rassemblement et spiritualité musulmane. Donc, on peut être homophobe et revendiquer de l'être quand on est catholique. On ne peut pas, pardon. Mais par contre, si on est musulman, on le pourrait. Et donc, cette espèce de 2 poids, 2 mesures est insupportable. Et je fais une petite incise. Ça explique évidemment le succès de quelqu'un comme Éric Zemmour aujourd'hui, qui a une cécité volontaire de la gauche sur toutes ces questions-là. Puis il y a autre chose. Il y a des gens aujourd'hui à gauche qui pensent que la laïcité, ce serait un hochet pour détourner les gens des problématiques sociales. Alors que, de mon point de vue, le lien entre les deux est évident. Il ne peut pas y avoir, de mon point de vue, de république sociale sans république laïque. On ne peut pas penser l'égalité si on conserve un système où la religion, qui a un principe structurellement monarchique et inégalitaire, serait la norme politique, juridique et sociale. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, et je finirai là-dessus, « Ah mais oui, mais regarde, dans les religions, on va te dire qu'il faut faire attention aux pauvres, il faut faire l'aumône. » Mais ce n'est pas une politique sociale, ça. Faire attention aux pauvres, ce n'est pas éradiquer la pauvreté. Donc, je peux tout entendre, mais il y a un moment où il faut se poser des questions. Les Iraniens, ils savent de quoi on parle. Les premiers à avoir été frappés par le régime de Khomeini, c'était les militants de gauche. On voit ce que ça peut produire. Donc, je pense qu'il faut revenir à cette distinction très nette de l'espace de culte qui doit être protégé et de l'espace public qui, par définition, n'est pas un espace de manifestation culturelle. Et si on ne comprend pas ça et si on ne revient pas à quelque chose de fondamentalement politique, parce que c'est d'abord un combat politique et culturel, avant d'être un combat juridique. La loi, elle donne les moyens de répondre à une action politique. Si on tombe dans le juridisme et qu'on vide toute substance politique, alors à ce moment-là, nous avons perdu. En tout cas, c'est mon point de vue. Et je précise que l'UFAL défend la République laïque et sociale. Nous avons bien fait de nous retrouver alors. Je pense qu'on va conclure, à moins qu'il y ait une dernière question. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Une dernière question? Personne ne lève la main. Eh bien, nous allons remercier Jean-Baptiste. Merci à vous. Et je vous remercie aussi tous d'être venus nombreux et d'avoir assisté en ligne. Et puis, je vous dis à bientôt sur l'UFAL Toulon, l'Histoire à la loupe, les réseaux sociaux avec Jean-Baptiste et l'UFAL. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une très bonne soirée. Merci.